Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent du produit. Tous les jours, du 1er au 24 décembre, nous allons partir à la rencontre d'un ou d'une passionnée du produit qui va nous parler de sa vision, de ses challenges et d'un sujet qui lui tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est Panthea Neghi, lead product designer chez Hooper, qui est avec nous. Salut Panthea, comment ça va ? Salut Timothée, ça va bien et toi ? Ah ouais, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr, je suis Panthea et j'ai 33 ans. Ça va faire 10 ans que je fais du design entre Paris, les États-Unis et maintenant depuis Bordeaux. Et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Et comment est-ce que toi t'as découvert le monde du produit et qu'est-ce qui t'a poussé à y faire carrière ? Le monde du produit, je suis un petit peu tombée dedans avec pas mal de chance et beaucoup de persistance. Je sors en fait d'une école de design qui s'appelle Strat à Paris, enfin plus exactement à Sèvres dans le 92, et j'en sors avec un bac+5 en design industriel mais une spécialité en interaction homme-machine, IHM. On disait à l'époque, maintenant c'est interaction peu importe. Et en fait, j'ai appris à l'école un process pour comprendre les utilisateurs avec beaucoup d'empathie, de psychologie, etc. Un process qu'on applique en fait aux objets physiques et je suis persuadée qu'on peut l'appliquer aux objets non physiques. Et c'est comme ça en fait que je tombe. En fait, je fais des projets sur des robots, avec des partenariats avec Renault, Peugeot, avec le Crédit Agricole. Je vais faire un stage sur la table Microsoft Surface. Qui aujourd'hui n'existe plus, mais à l'époque, on est en 2010, c'est l'avènement des tablettes, etc. Et je fais un stage chez eux pour créer la banque de demain où on enlèverait les ordinateurs, où tout se passerait sur des bureaux tables Microsoft. Et en fait, je tombe un petit peu là-dedans très vite. Bien sûr, je me confronte à des problématiques de est-ce que t'es graphiste, est-ce que t'es ergonome, puisqu'en fait, à l'université, on m'avait appliqué un process qui se rapprochait beaucoup des process d'ergonome, où je tombais pas directement dans les maquettages. Et en fait, enfin, je tombe vraiment dans le produit quand je commence à chercher une boîte qui me ressemble, parce que effectivement, en sortant d'école, je sors de 6 mois de stage de chez Renault, où je m'occupais des systèmes embarqués à l'intérieur des petites voitures telles que les Clio, les Twingo. Enfin, les Twingo, je suis pas sûre, mais les Clio, je suis sûre. Et puis, je cherche une boîte qui me ressemble, je fais des startups, je vais en boîte de consulting. Et en fait, c'est pas pour moi parce que on m'envoie à faire des PDF qui sont, des PDF à les rendre jolis. Et je fais des meet-up, je fais des talks et je rencontre des gens et je tombe sur des personnes chez PayPal. Et c'est là où je commence à postuler chez PayPal. Et après 7 entretiens, je tombe, les portes de PayPal s'ouvrent et c'est comme ça que ma carrière en product design commence réellement, puisque à l'époque, donc il y a presque 9 ans maintenant, à l'époque, le designer avait le même statut que le product manager et le lead dev. Donc il y a 9 ans, je tombe dans cet écosystème où je suis entre Paris et San Francisco et où la culture produit, elle est mature par rapport au marché français. Et du coup, aujourd'hui, là, t'es product design leader chez Hooper. Est-ce que tu peux expliquer ce que vous faites, quelle est votre mission et votre vision ? Alors, Hooper, à la base, c'était la prédiction de vol et tu pouvais acheter ton billet d'avion directement sur Hooper. À la base, ce n'est que ça, donc c'était tu mettais tes vacances, c'est-à-dire si tu voulais aller par exemple à Miami, tu disais voilà telle date je veux aller à Miami et il te disait écoute attends ou achète maintenant parce que c'est le meilleur prix. Donc à la base, ça marchait beaucoup sur la prédiction. Et aujourd'hui, la vision elle s'est élargie. Le but de Hooper, c'est d'être the place to be pour planifier tes prochains voyages et les booker. Et donc aujourd'hui, il y a du voyage, il y a du vol, il y a de l'hôtel, il y a de la voiture, mais il y a plein d'autres choses qui sont en train d'être construit. Et moi, en tant que lead designer, alors chez Hooper, c'est peu commun en fait. Ils sont dans un modèle qui s'appelle le STO, Single Treated Ownership. Ça vient d'Amazon en fait. Ils se disent qu'en fait, il faut des petites équipes avec un leader d'équipe
qu'on appelle un revenue leader, qui en fait il s'occupe de toute la partie business. Est-ce qu'on gagne de l'argent, on perd de l'argent? Donc lui, il est chef d'orchestre de tout ce qui est business. Et puis dedans cette STO, t'as des leaders. Leader tech, leader PM, leader design. Et en fait, il n'y a pas réellement de management pyramidal, il est plutôt horizontal, il y a une culture de l'écrit assez forte. Et donc moi, je suis dans l'équipe paiement, donc je suis transverse à beaucoup d'équipes, puisque le paiement touche toutes les équipes. Et je fais en sorte de proposer des produits financiers, mais aussi faire en sorte que le checkout, donc la base, se passe de manière le plus simple possible. Tu parlais de STO, est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu comme une tribe? Tu peux effectivement penser ça comme une tribe. Le seul problème de la tribe, comparé à ce que je vis aujourd'hui, c'est que dans la tribe, tu as toujours un head of design avec les designers qui reportent au head of design et le designer qui est aussi contributeur individuel dans sa tribe. Pareil pour le PM, tu as un head of product, etc., etc. Ici, en fait, c'est plus une énergie de la startup dans une grosse compagnie. Donc évidemment, ça va créer il y a du silotage comme toutes les boîtes, et c'est dans ton effort de briser tout ce silo. Donc oui, tu peux parler de tribe, mais c'est pas réellement, il y a pas de hiérarchie en fait. Il y a pas de hiérarchie pyramidale. Moi, je suis responsable, donc je dois partager une vision de ce qu'est le paiement chez Hopper demain, quels sont les produits financiers de chez Hopper demain. Et je dois aussi contribuer individuellement. Donc aujourd'hui, ça marche puisque en fait l'équipe paiement elle est toute nouvelle et en fait c'est ce qui a fait pendant la Covid que Hopper a si bien marché, c'est grâce aux produits financiers. Mais voilà, toutes les équipes, tous les designers, je n'ai pas de hub de designers, on n'est pas en design studio. Et effectivement, on a des design reviews dès que j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle, on se fait des design reviews, etc. Mais il y a beaucoup de leadership et de seniorité dans les équipes. C'est super intéressant parce que du coup, on pourrait imaginer que justement pendant le Covid, comme Hopper c'est principalement des voyages, que ça aurait été extrêmement galère et tu disais justement que ça avait plutôt bien tenu. Ouais, on a fait plus 300%. En fait, on n'a pas juste tenu, on a pulvérisé nos scores. Pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Hopper s'est mis sur le marché de l'assurance. C'est-à-dire, à proposer, ok, tu prends ton voyage chez nous, mais au moindre problème, on est là pour te soutenir, pour annuler ton voyage, pour te prendre un autre vol. Si tu as moindre problème, on est là. Et ça se matérialisait comment? Parce qu'effectivement, ce n'est pas juste gratuit, ça se matérialisait sous forme d'assurance sur des produits financiers que t'achetais en plus de ton billet. On a le Cancel for Any Reason, par exemple, qui marchait super bien pendant la pandémie. Et donc c'est grâce à ces produits financiers, il faut savoir qu'en plus on n'est pas que du voyage, c'est-à-dire du vol seulement, ou que de l'hôtellerie. Par exemple, lorsque t'as des produits tels que Booking qui proposent que de l'hôtellerie, nous on avait des vols, on avait des vols, on avait des homes, on avait de la voiture. Enfin voilà, on avait plein d'autres produits et en plus on avait des produits financiers qu'on vendait pour que tu aies l'esprit tranquille. Typiquement, le Cancel for Any Reason, Edit for Any Reason. On avait aussi des produits tels que Price Freeze, qui veut dire geler le prix, c'est-à-dire pour éviter la fluctuation des prix. Tu es pas sûr d'y aller, tu peux faire un Price Freeze et tu peux revenir plus tard, soit acheter, soit abandonner ton booking. Il y a pas mal de boîtes dans le secteur du voyage et du tourisme qui ont essayé aussi d'offrir un peu plus de flexibilité, même la SNCF a essayé de le faire. Et en fait, très rapidement après le Covid, tout ce qui est flexible a commencé à vraiment diminuer avec le temps et c'est redevenu contraignant pour l'utilisateur. Est-ce que vous, justement, vous avez fait le choix de prioriser, de rester extrêmement flexible pour l'utilisateur? Oui, carrément. C'est dans notre ADN maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces produits-là, ils sont nés par le brainstorming de, ok, on est face à la pandémie. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour subvenir aux besoins des utilisateurs? De quoi ils ont besoin aujourd'hui pendant une pandémie? C'est d'être rassuré. C'est-à-dire, ok, tu as acheté ton billet chez Hopper, mais voilà, la valeur ajoutée d'acheter chez Hopper, c'est, on est là, après, en cas de pépin. Donc, il s'est passé que, effectivement, on a créé ces produits-là pendant la pandémie, mais cette flexibilité-là, elle est toujours là, post-pandémie. Mais comme je te disais, c'est que
elle est pas gratuite, elle est payante. On prend, je sais plus exactement les chiffres, ça varie, mais c'est pas fixe non plus. En fait, on a testé plusieurs modèles. Elle est payante, mais par rapport, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, quand tu prends un billet d'avion, on est aux alentours de 500 euros pour un billet. Alors c'est pas du tout les mêmes tarifs qu'en France où tu te dis ok pour 250 euros je pars en Europe n'importe où. Aux États-Unis rien qu'un aller on est autour de 400-500 euros. Donc c'est pas les mêmes budgets. Donc quand tu achètes en option cette flexibilité là, ce cancel for any reason, price freeze, whatever, tu en fait payes, c'est une toute petite partie de ton billet. Donc ça vaut le coup. C'est pas comme si on te payait sur 250 euros, tu payes 25 euros d'assurance. Où là tu te dis ok, on se fout de moi. Et puis c'est aussi pas lié avec dans la mentalité à l'assurance telle qu'on peut te l'offrir post. Je sais pas si tu vois EasyJet, on t'offre une assurance avant la fin, même Air France ou peu importe, on t'offre une assurance. Mais là en fait c'est une assurance comme tu peux en avoir une toi personnellement. Là, c'est des produits financiers. On te dit, est-ce que tu veux un cancel for any reason? Est-ce que tu veux faire un price freeze? Donc réellement, on parle le même langage de nos utilisateurs et on parle aussi à leur crainte. Le crainte de rater un avion. Le crainte, par exemple, on vend un produit tel que si jamais ton avion est en retard, ou qu'il n'ait que 10 minutes de retard, eh bien, on te rembourse ton billet d'avion. Et c'est que des add-ons que tu ajoutes et qui a fait que pendant la Covid, ça s'est plutôt très bien passé. Tu parlais des États-Unis. Uber, c'est une boîte canadienne, du coup j'imagine que t'es en télétravail à 100%. Ouais. Et du coup, comment est-ce que ça se passe de faire du design en télétravail et notamment, du coup j'imagine que la plupart des utilisateurs sont quand même outre-Atlantique. Est-ce que c'est justement un avantage parce que du coup t'as des biais culturels à découvrir, enfin t'as des références culturelles à découvrir et du coup ça te permet de justement être moins biaisé, ou est-ce que c'est un désavantage parce qu'ils sont plus loin? Alors c'est marrant, c'est une question qu'on me pose souvent. Le fait d'être en télétravail dans une boîte qui n'est pas française, qui en plus a des utilisateurs qui ne sont pas français. Littéralement aujourd'hui, quand je vais dans un café ou encore il y a pas longtemps, je donnais cours et sur les 25 participants, il y avait peut-être une personne qui vraiment utilisait Uber. C'est la seule, ça m'a même étonnée. Et il y avait 2 personnes qui disaient ouais, j'ai entendu parler, mais le reste ne connaissent vraiment pas. Uber, ça fait 10 ans qu'ils existent. Donc c'est pas la jeune start-up, c'est des concurrents directs d'Expedia, on est numéro 3 aux États-Unis. Donc c'est la grosse boîte. Et sur le fait du télétravail, en fait, moi depuis PayPal, j'ai toujours fait du télétravail en fait. De différentes manières, puisque la pandémie nous a imposé, ça a beaucoup même changé le télétravail. Mais par exemple chez PayPal, au bout de 6 mois, moi j'appartenais à l'équipe qui était à San Francisco, qui faisait du P2P, c'est-à-dire envoi d'argent, réception d'argent, mais même on a réfléchi sur des sujets tels que tu vas au restaurant, vous êtes entre 10 potes, comment tu fais pour payer le restaurant? On a brainstormé sur des sujets qui n'existaient absolument pas en France, par exemple, via PayPal. Et donc, effectivement, j'ai toujours été en télétravail et je n'y voyais pas le problème. Et je vais te dire, même, c'est quand je suis arrivée dans des boîtes françaises dans mon parcours, telles que La Fourchette, par exemple, où je me suis dit, c'est plus facile en fait de comprendre mes utilisateurs qui sont aux États-Unis qu'en France, puisqu'en fait il y avait une culture mise en place. Et d'où l'importance de la culture de la boîte. Ce n'est pas juste une histoire de où est-ce que tu es situé géographiquement, c'est quoi la culture produit de la boîte. Parler de faire des interviews, ça faisait partie intégrante du process chez PayPal. Faire des interviews, par exemple, à l'époque où j'étais chez La Fourchette, personne ne parlait à ses utilisateurs. Personne. Il y avait un vendredi soir où tu avais des heavy users qui débarquaient, prendre l'apéro et qui parlaient de leur yums, c'était leur point de fidélité chez La Fourchette. Et les vendredis, ça n'avait rien à voir avec faire des recherches utilisateurs. C'était plus un comité d'experts de La Fourchette qui se regroupaient pour discuter. Et c'est très bien, il en faut. Donc aujourd'hui, moi, la seule différence, c'est que j'ai plus d'office réellement. Ce que j'avais chez PayPal, c'est que même si j'étais en télétravail, que mon équipe était aux États-Unis,
Je venais à peu près 3 ou 4 jours par semaine euh, au bureau. Je venais au bureau, je voyais mes collègues en France, etc. Là, j'ai plus du tout ça. Et en fait, Hopper, donc c'est là où l'importance de ce que je te dis, c'est pas la petite boîte, ça fait 10 ans qu'elle existe, cette boîte, c'est la culture. La culture a eu le temps de maturer. Le design a toujours été un point clé de chez Hopper, tant dans le style, mais pas que. Effectivement, Hopper par rapport à un Expedia ou un Booking, euh, on est sur des petits lapins, sur quelque chose de plutôt feutré, etc., de quelque chose de mignon. Donc il y avait le style qui était important, mais là on parle de branding. Mais le designer depuis le début de chez Hopper, il a sa place et elle est aussi importante que le product manager qu'un développeur. Moi, c'est cette culture-là que je recherche et c'est cette culture-là qui me met à l'aise, peu importe où je suis dans le monde. Et donc aujourd'hui, moi, j'ai un coworking space. J'ai accès à un coworking space. Et il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas le cas marginal. La boîte, elle a viré tous ses locaux. Principalement, on avait des locaux à Montréal et Boston, et puis d'autres, ça c'était les headquarters. On avait plein d'autres locaux, que ça soit à Amsterdam, que ça soit autre part dans le monde. On les a tous fermés, même les maisons mères. Je pense qu'il y a plus il y a plus que Montréal qui existe aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un truc comme 20 sièges, 20 sites, comme on dit, alors qu'on est, on est 7 ou 800 aujourd'hui, 700 ou 800, un truc comme ça, sans compter les customer success, je pense qu'on doit être proche de 1000, et on est partout dans le monde. Moi aujourd'hui, l'équipe paiement, alors évidemment, tu fais bien de soulever le point. Ce qui est problématique, c'est les time zones. Et les time zones, c'est pour ça qu'on fait attention quand même lorsqu'on embauche quelqu'un, qu'il soit qu'on ait à peu près 3-4 heures ensemble, c'est-à-dire une demi-journée ensemble. Moi, ce sont les après-midi parce que le lead dev à Montréal se réveille, à Toronto c'est un peu plus complexe, mais lorsque ces gens-là se réveillent, ben on a l'après-midi ensemble. J'ai des gens qui sont à Amsterdam, j'ai des gens qui sont en Espagne, j'ai des gens qui sont en Croatie dans mon équipe. Donc voilà, on est à peu près on a entre 4 ou toute la journée ensemble dans le même time zone. Et Hopper, ils ont une mentalité de je t'embauche pour que tu m'expliques ce qu'on va faire. Et donc je suis obligée d'embaucher des personnes seniors et donc j'embauche ce qui me semble être les meilleurs. Dans mon équipe, il y a des gens qui sortent de Uber, de Facebook, enfin voilà, c'est que des gens experts, peu importe leur localisation, et on est tous dans le même cas, c'est-à-dire en full remote. On passe maintenant à la deuxième partie qui concerne ta vision du produit. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans justement le produit aujourd'hui? C'est une question assez compliquée en fait. Quelqu'un qui se lance dans le produit, j'ai plusieurs conseils. Le premier, c'est n'y allez pas si c'est pour des raisons de je vais bien gagner ma vie. Parce qu'effectivement, c'est des métiers où tu gagnes correctement ta vie, mais si tu n'as pas de passion, si tu n'as pas quelque chose qui te fait vibrer dans ce métier-là, tu vas pas être bon. Et si tu n'es pas bon, tu vas stagner, tu vas être frustré. Donc mon premier conseil, c'est avant d'y aller tête baissée, de soit changer de parcours ou soit de penser y aller parce que c'est l'endroit où comfort zone où on va bien gagner sa vie, n'y va pas. N'y va pas non plus si tu n'aimes pas les complexités. C'est être product manager ou être product designer, c'est faire face à une tonne de complexité, à une tonne de paradoxes. C'est faire face à des utilisateurs qui te disent je vais faire ça, mais après quand tu regardes les data, ils ne font pas ça. Et c'est se prendre la tête sur des sujets hyper passionnants, mais il faut avoir l'énergie, il faut avoir le sens du détail. Il y a une forme de passion, ouais. C'est pas qu'une forme, c'est vite prenant. Donc en fait, j'ai pas des conseils dans le sens, j'ai une liste plutôt une liste de pourquoi tu devrais pas y aller, pour quelles raisons tu devrais pas y aller plutôt.
Donc je te disais le premier c'est si c'est seulement pour de l'argent, bah tu vas pas, c'est pas le bon driver, parce qu'effectivement tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux bien gagner ta vie, mais si tu as une forme de passion pour ce métier, et je pense que c'est valable pour tous les métiers hein, en fait, hein, clairement. Aimer les complexités. Si t'es quelqu'un dans ton âme, j'ai envie de dire, mais moi souvent je dis aux élèves, enfin étudiants, apprenants, parce que j'ai de moins en moins d'élèves universitaires, mais de plus en plus de personnes qui se reconvertissent, j'ai souvent envie de leur dire, écoute l'enfant intérieur en toi, rappelle-toi de ce qu'il aimait faire, euh, et si t'as si on te parle de casse-tête, et si t'aimais jouer à résoudre des casse-têtes, si t'aimais résoudre des casse-têtes, si si t'as beaucoup d'empathie, si t'arrives à comprendre les émotions, si t'es un problem solver, si les nouvelles techno, si t'es à l'affût de comprendre ce qui se passe dehors avec les nouvelles interactions, bah vas-y, go. Si tout ça, il y a un battement de cœur, il y a quelque chose qui se passe, vas-y dans l'équipe produit. Et ensuite, j'ai envie de dire, quand tu cherches ta boîte, il y a beaucoup de gens frustrés. Moi, je le vois, je le sens. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent, ah, mais je suis designer, mais en fait, je suis un bougeur de pixels. Tiens, je suis développeur, mais en fait, je suis à la fin, on me dit quoi faire et j'ai aucun mot à dire. Donc, l'autre conseil que j'ai, c'est fight the right fight. C'est un de mes managers qui me disait ça. Et il me disait aussi baby steps. Baby steps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bats-toi pour la bonne cause. C'est-à-dire, pourquoi tu veux te battre pour être dans ce milieu? Est-ce que c'est pour avoir un bon process, dans une bonne culture de boîte? Alors vas-y, bats-toi pour ça et fais en sorte d'améliorer tout ça dans une boîte qui te ouvre les bras pour ça. Et puis baby steps. C'est un peu paradoxal parce que t'as le feu d'un côté et de l'autre côté, c'est vas-y doucement, mets-toi des objectifs qui sont atteignables. D'accord? Si tu rentres dans une start-up qui n'ont jamais eu de designer et tu te dis je vais leur donner on va faire des process d'interview etc. et puis on va faire un benchmark et puis on va brainstormer et puis alors qu'ils ont jamais connu, bah tu vas te retrouver par des gens qui vont te dire non mais on n'a pas le temps, raison numéro 1, 2, on n'a pas l'argent, numéro 2. Et tout ça, tu vas te retrouver frustré. Donc, baby steps, fais-toi une liste de choses que tu aimerais faire. C'est quoi ton prochain but quand tu rentres dans cette boîte-là? Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir que au fur et à mesure des baby steps, quand tu vas regarder dans le rétro, tu vas dire, ah ben en fait, on a parcouru un long chemin. Et toi, comment est-ce que tu vois le monde du produit évoluer? Et par extension, à titre personnel, quels sont tes plus gros challenges aujourd'hui? Comment je vois le monde du produit? Alors positivement, je le vois positivement changer. Parce que en fait, quand en 2012, moi je sors de l'école, j'ai la chance de faire un parcours. Tu vois, j'ai fait PayPal et puis après j'ai fait La Fourchette, Blablacar. Je suis rentrée dans une start-up qui appartenait à des fondateurs qui étaient aux États-Unis. Et après, je suis rentrée chez Hopper. Donc j'ai la chance de faire des boîtes qui sont plus ou moins matures. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce que t'as PayPal qui était pour moi le Disneyland. Et quand j'étais chez PayPal, je voyais bien qu'en fait ce que je vivais était un petit peu l'exception. Quand j'ai commencé à me dire ok, qu'est-ce que tu fais après PayPal, j'ai commencé à toquer à des portes. Et évidemment, j'ai eu plein de portes qui sont ouvertes parce que j'ai l'étiquette PayPal. Ils se sont dit tiens, un designer de chez PayPal, tiens, j'ai eu plein d'entretiens. Et j'étais face à des gens où dans leur équipe, leur designer, bah ils faisaient des logos pour des stands, pour la foire de Paris, ils faisaient des des posters pardon. Et en fait, il y avait une méconnaissance du design, méconnaissance de l'équipe produit. J'ai fait face à des gens, à des product managers qui disaient toi, tu parles pas aux développeurs, c'est mon boulot. C'est-à-dire même au sein même de la même équipe, on me silotait mon rôle. Ouais, donc on revient de loin, quoi. Ouais, on vient de très très loin. Aujourd'hui, on a conscience. C'est pas toujours facile, mais on a conscience vers quoi on veut aller. Moi, je suis très optimiste de ce qui se passe. Trop bien. Et du coup, t'as quand même des challenges aujourd'hui ou pas? En fait, j'ai un challenge perpétuel, et c'est là où je reviens sur ta question de c'est quoi les conseils que tu donnerais. Le challenge, c'est comment rester toujours
au courant de ce qui se passe, aux dernières, les dernières interactions, les dernières boîtes qui marchent bien. Mon challenge, c'est un challenge personnel, c'est comment faire en sorte de toujours être entre guillemets au top, être au courant de ce qui se passe. Et l'autre challenge que j'ai, c'est comment le fait d'être full remote, de faire en sorte de garder cette énergie vive à travers des time zones différents, etc. Donc voilà. Donc les challenges que j'ai moi dans ma boîte aujourd'hui en tant que j'ai pas de challenge face à mon product manager, j'ai pas de challenge face à mon développeur aujourd'hui, parce qu'il y a pas ces frustrations là qu'on peut entendre ailleurs, mais c'est plutôt des challenges comment on préserve cette énergie qui est hyper positive, qui va faire face parce que ton produit va parfois en fait tu ships des produits qui vont pas performer aussi bien que tu le pensais, et comment tu fais face à l'échec quand t'es en full remote, quand tu peux pas rentrer t'es pas dans l'office où tu te tapes derrière l'épaule de l'autre, tu te dis tiens viens on va prendre un café. Comment tu gardes ce lien humain, comment tu gardes ce métier complètement humain. C'est pour ça que des fois je lis des posts sur LinkedIn où on dit soyez des machines ou restez des monstres. Non, il faut accepter aussi l'échec. Dans ce métier-là, tu vas faire face à beaucoup de frustration, et comment tu gères ça à travers les équipes maintenant qui sont full remote, et cette énergie-là qui fait que ok, on va prendre le bébé, on va prendre le bébé et puis on va l'emmener au bout du truc, et c'est pas grave, on a merdé et on va se relever vite. Est-ce que tu as des conseils justement pour que la collaboration se passe au mieux entre product manager et product designer, et même avec les devs? Enfin, en gros, pour que la cohésion d'équipe produit soit le mieux possible. Ouais. En fait, pour moi, la clé, c'est la base de tout commencement de projet. Tu peux pas commencer un projet sans les parties prenantes les plus importantes. Donc, c'est-à-dire le PM, mais aussi le développeur et le designer. Voilà, c'est comme, tu vois, moi je prends souvent l'exemple, j'ai joué au hand pendant 7 ans, j'étais dans les cages, et effectivement parfois l'entraîneur, il avait des conseils pour c'était des conseils plus pour les attaquants, enfin bref, tu peux pas réunir tout le monde en disant toi en fait t'es dans les cages donc on s'en fout, toi on te met de côté, on va t'entraîner autrement, etc. Non, il faut une énergie d'équipe, et pour ça il faut que l'équipe dès le début d'un projet il soit là. Et j'ai envie de dire, je vais aller même plus loin que le début de projet, c'est même lorsque tu crées ta roadmap, il faut une liberté. Aujourd'hui, je vois encore dans beaucoup de boîtes les roadmap days, ou je sais pas comment on les appelle dans d'autres boîtes, mais le moment de création de la roadmap, souvent elle est faite entre product manager et leur hiérarchie. Et tu vois, par exemple, chez Hopper, on n'a pas cette hiérarchie. Donc, en fait, la roadmap, elle est créée. C'est pour ça que quand tu me disais, tu parlais de tribe, j'ai envie de dire oui et non. Moi, ma roadmap, elle est créée, c'est un effort d'équipe. T'as autant le développeur qui vient te challenger en disant, non, mais moi, je pense que ça, c'est plus important parce que techniquement, on a ce problème-là. Moi, je vais venir dire, non, on a vu dans les interviews, etc. Ça, c'est super important. Bref, on va se faire challenger, on va mettre des mesures, des métriques business, des mesures des buts du business. Donc ouais, donc moi mon conseil numéro 1, c'est voyez votre équipe comme une équipe de foot, entraînez-la comme une équipe de foot. Ça ne viendrait pas à l'idée de laisser l'entraîneur s'entraîner 3 jours avant parce que tu penses qu'il faut entraîner plus les défenseurs. Voyez ça comme une équipe. Il faut la cohésion d'équipe, et ça commence dès le début de projet. Et ensuite il y a des points de contact super importants. Tu peux pas tomber dans le design, faire des itérations de design, etc., sans avoir un point de vue technique, un point de vue macro sur ce que tu vas faire. Donc c'est pas normal lorsque tes développeurs découvrent ton design quand tu as tout fini. C'est pas normal du tout. Comme c'est pas normal qu'un designer découvre un problème avec des solutions définies. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça marche, et c'est pas comme ça que tu fais des produits révolutionnaires.
On passe maintenant au sujet du jour. T'as choisi de nous parler de Discovery Discipline. Pourquoi ce choix? Parce qu'en ce moment, on entend beaucoup parler. Et en fait, j'ai eu la chance, moi, de rentrer chez PayPal et de découvrir cette méthodologie depuis PayPal. Effectivement, elle a beaucoup évolué avec le framework Focus. Mais en fait, l'ADN commence chez PayPal et ça fait des années que je l'applique. Et je pense que elle est la réponse à beaucoup de questions des PM, des designers, telles que comment on fait pour que l'équipe soit soudée, comment on fait pour amener une bonne discoverability, c'est quoi de faire de la disco, est-ce que c'est juste de la user research, enfin voilà, c'est beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait. Et chacun, dans beaucoup de boîtes, chacun faisait sa popote, ça marchait plus ou moins bien. Pour moi, cette méthode-là, elle fonctionne et ça fait 10 ans que je la pratique dans différentes boîtes. Et du coup, pour toi, c'est quoi les points principaux qui font justement que ces frameworks-là fonctionnent? Les points clés, c'est clairement les moments où les différents stakeholders, les parties prenantes, se retrouvent à des points importants qui n'ont rien à voir à bouger du pixel, faire des maquettes, etc. C'est des points comme le moment où tu frames, c'est-à-dire au moment où tu comprends le problème, tu es sûr de bien comprendre les besoins, les contraintes techniques, etc. Donc tu es obligé d'avoir les différentes parties prenantes. C'est le moment où tu vas aller regarder ailleurs en t'inspirant. C'est une organisation, c'est une méthodologie. Donc ouais, c'est pour moi, elle répond aux problématiques de on est siloté, on travaille à la chaîne, je sais pas pourquoi on a pris telle décision. En fait, cette méthode-là te permet d'avoir des arguments sur les décisions que tu vas prendre. Récemment, il y a le livre Discovery Discipline qui est sorti, qui présente du coup les 7 étapes. Est-ce que toi t'appliques toujours ces 7 étapes-là, ou est-ce que, par exemple, à PayPal, avant que le livre sorte, vous aviez d'autres manières de l'utiliser, et comment est-ce qu'au final t'adaptes la Discovery Discipline à ton contexte? Ouais, en fait, ces 7 étapes-là, elles ont toujours existé, mais ce qui change, c'est le temps que prend chaque étape. C'est-à-dire selon le projet, le temps que va te prendre la phase de observe n'est pas du tout la même que la phase où tu as un projet complètement innovant, où tu ne sais rien, etc. Donc, en fait, ces 7 étapes ont toujours existé. Elles ne s'appelaient pas de la même manière. Mais je me rappelle, chez PayPal, on avait au moment où on faisait des flow diagrammes, alors ça faisait 3 semaines qu'on était déjà sur le projet, on n'avait pas touché une seule maquette. Ça paraît complètement dingue dans n'importe quelle boîte. Et en fait, on était là avec le lead dev, en train de se dire, ok, mais si je change le design à ce niveau-là, ça coûte combien de temps, etc. Donc en fait, ce process-là a toujours existé. En fait, elle s'adapte aussi à ton projet, quel que soit ton projet, qu'il soit tout petit ou qu'il soit énorme, qu'il soit un projet un petit peu innovant pour la boîte. C'est quoi le plus dur à mettre en place quand on veut faire de la Discovery Discipline, et par extension quand on veut faire une bonne Discovery? Le plus dur, c'est de ne pas sauter dans la phase maquettage. C'est ce que je vois, en fait, j'ai l'impression que ça titille tout le monde de vouloir tout de suite aller faire des maquettes pour en discuter. Et c'est le plus dur pour moi, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont un besoin, en fait, ça rassure. Le fait d'avoir des maquettes, on se dit, ça avance. Et en fait, faire de la Discovery Discipline, c'est des phases qui n'ont rien à voir avec faire des maquettes sur Figma. Mais par contre, ça va t'accélérer le moment où tu vas faire des maquettes sur Figma. C'est très drôle, ce biais où on se dit, si tu fais des maquettes sur Figma, ou sur autre outil, je m'en fiche, l'outil n'a très peu d'importance, les gens se disent, ça avance. Parce qu'en fait, on est sur quelque chose de matériel où tu peux te projeter, etc. Les phases de Discovery Discipline, c'est le phase où le premier, c'est on s'assoit, c'est quoi le but du projet, pourquoi on fait ce projet-là, c'est quoi le contexte, c'est quoi les métriques, c'est quoi le succès, le métrique de succès, le KPI qu'on va avoir lorsqu'on va shipper ce projet, on va se dire, ok, s'il a atteint ce niveau-là, c'est un énorme succès, s'il a atteint ce niveau-là, c'est un petit succès, s'il atteint pas ça du tout, c'est un échec. Donc tu vois, c'est ces phases-là où on se met d'accord, et c'est une phase, par exemple, pour moi, Frame,
c'est la phase la plus importante. Les gens qui prennent un sujet sans avoir défini le contexte, le but, tous ces métriques-là, c'est prendre un énorme risque que ça soit un échec, que le projet soit un échec. Parce que on n'aura pas aligné les visions, on ne sait pas réellement, c'est comme un peu partir dans la forêt en se disant ah mais si moi je fais sans carte, sans GPS, les yeux fermés, alors que tu sais pas en fait, tu cherches un arbre dans la forêt, t'as l'impression de savoir à quoi il ressemble, mais en fait il y a 10 000 arbres qui peuvent ressembler à cet arbre-là, et c'est exactement ça, proposer une solution de design, tu peux en avoir 10 000 en fait, tu peux en avoir 10 000 qui peuvent être bonnes. Laquelle est bonne, il faut définir une vision. Et donc pour moi, une bonne discovery, c'est ça, c'est aligner d'abord les visions et ensuite planifier un plan d'attaque. Et c'est pour ça que dès la première étape, elle est importante pour embarquer tout le monde, avoir la même énergie, la même vision, le même but commun. Et ensuite tu déroules, et c'est cette étape-là, elle s'adapte en fait. C'est des étapes où on se dit attention, avant de passer directement à ça, est-ce que t'as bien fait ça? Une fois que t'as frame, t'as observé, c'est de la user research pour beaucoup de gens, mais c'est pas que ça en fait. Tu peux faire plein de choses. C'est quoi la user research? Est-ce que c'est que parler à tes utilisateurs? Est-ce que c'est regrouper des métriques? C'est écouter ce qui se passe? C'est reprendre des recherches qui ont été effectuées? C'est plein d'autres choses que juste prendre ton téléphone et dire allô, est-ce que tu peux me parler de ce sujet? En fait c'est une to-do list. Moi je la vois comme une to-do list cette méthodologie. Et pour terminer, est-ce que tu aurais 3 conseils que tu pourrais partager avec les gens pour justement tirer au mieux profit de la discovery discipline? 3 conseils. Le premier, c'est lisez le livre. J'ai aucune part là-dedans. Lisez le livre et j'ai envie de dire ne l'appliquez pas scolairement. Inspirez-vous de ce livre pour l'appliquer à vos problématiques-là. Et je reviens à mon Fight the Right Fight ou Baby Steps que je dis souvent. Ce livre, c'est un trésor, c'est un outil. Et comme tous les outils, il faut l'adapter à votre besoin. Prenez-le comme ces étapes. Dites-vous, ok, dans ces étapes, il y a une mine d'or d'informations, laquelle s'adapte au mieux à mon projet. Donc, j'ai envie de dire, la discovery discipline, elle marche une fois que vous vous l'êtes appropriée. Et pour ça, il faut tenter, il faut expérimenter. Comme un projet de design, tu vas expérimenter ce qui marche pour toi. Moi, aujourd'hui, j'ai un Notion personnel avec les étapes de la discovery discipline que je partage. Je donne de la visibilité à toute mon équipe avec des points clés où je dis attention, est-ce que t'aurais pas répondu à ça? Est-ce que t'as cette notion-là? Qu'est-ce que t'en penses de ci, de ça? Donc, je documente aussi. Cette discovery discipline, en fait, c'est devenu ma base de documentation de mes projets. Et donc voilà. Donc mon conseil, c'est lisez le livre, faites en sorte de vous l'approprier et testez les choses. Si vous l'appliquez bêtement, vous allez avoir l'impression que c'est super long, que c'est super complexe, alors que pas du tout. En fait, c'est plein d'outils. Chaque étape vous donne une ressource avec plein d'outils. Vous pouvez l'appliquer pour un projet qui vous prendra 2 heures ou un projet qui va vous prendre 2 mois, 3 mois. Et voilà, cet épisode du calendrier de l'avant du produit est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain!